Bonsoir mesdames, messieurs et bonjour à ceux qui auront l'occasion de nous suivre en rediffusion. Très heureuse de vous retrouver après un long moment d'absence à la télévision, mais je suis encore là. Je suis très heureuse de vous retrouver mesdames, messieurs, de retour en force avec un invité aussi, un invité de marque. Il s'agit du président de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, que vous connaissez très bien, Vital Kamerhe, qui est l'un des leaders principaux de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir Madame Barbara Nzimbi, Monsieur et mon retour. Kamerhe, merci beaucoup. Moi aussi, c'est mon retour sur le plan médiatique. Et ça fait plaisir puisque vous avez toujours défendu les valeurs républicaines. Vous nous avez toujours posé des questions sans complaisance. Ça m'a étonné que cela ait pu énerver certains d'entre nous. Moi, je crois qu'ils doivent être sportifs. C'est ça la démocratie. Il faut laisser les journalistes vous titiller et vous faire sortir ce que vous cachez dans votre cœur. Vous savez le faire. Merci beaucoup Vital Kamerhe. Comme je viens de le dire, vous êtes président de l'Union pour la Nation Congolaise. Comment se porte ce grand parti après l'arrestation de son secrétaire général? Tout d'abord, comment se porte le parti? Comment se porte le secrétaire général de ce parti? Le secrétaire général du parti, Ewanga, il avait dit à la Cour suprême de justice, avant même qu'on prononce la sentence, il avait dit au juge, arrêtez de faire du théâtre, sortez le bout de papier que vous avez caché là, parce que je sais que je suis une victime expiatoire. Vous m'avez déjà condamné par injonction de la hiérarchie. Je ne vais pas demander pardon pour une faute que je n'ai pas commise. J'ai été à un meeting où j'ai dit que le pays est mal gouverné. Il y a des voleurs dans le pays qui sont impunis, qu'on me prouve le contraire avant que je ne me dédise. Donc je vais aller en prison au nom du peuple congolais que nous devons tous libérer, et j'encourage les autres de ne pas avoir peur. La prison elle est faite pour les hommes. Il y en a qui commencent en prison, qui terminent à des hautes fonctions, tout comme ceux qui commencent par des hautes fonctions qui terminent en prison. Ils se portent bien. Les partis se portent aussi très bien, que ce soit l'interfédéral de Kinshasa, que ce soit la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes et les différentes fédérations à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Et je vous informe en passant que l'INC vient de marquer encore le territoire au niveau de l'Europe, parce que l'UNC Danemark et Suède ont été célébrés dernièrement, et en présence de M. André Mbata, qui est secrétaire national, il est membre de notre parti, le grand professeur constitutionnaliste, et de Coco Boacha, notre fédéral pour la Belgique, mais aussi la conseillère en communication Lydie Omanga. Donc l'INC se porte très bien, et nous sommes très bien avec nos alliés et partenaires au sein des forces politiques et sociales, avec l'IDPS et les autres au sein de la CVD. Il faudrait dire que votre parti politique a plus d'envergure dans les Kivu par rapport à d'autres provinces. Je vais citer à l'Équateur. Moi, personnellement, je n'ai vu que l'UNC à Guadolite. Et si je ne me trompe pas, la présence de l'UNC, ça m'a étonné d'ailleurs. Ça ne doit pas vous étonner, puisque nous avons dit que le Congo, il est un et indivisible. Et quand nous avons créé le parti, nous avons dit clairement que c'est un parti qui va défendre les causes de tous les Congolais, quelles que soient leurs origines, leur province. Et nous avons dit que c'est un parti dont les acteurs seront vraiment défenseurs des valeurs républicaines. Et pour cela, nous devons avoir une vision pour un Congo qui traduit la grandeur de ce peuple. Mais vous reconnaissez quand même l'ampleur qu'il y a du parti dans le Kivu. Je suis modeste et je vous remercie. Je voudrais que les gens nous dans les Kivu, comparément à d'autres provinces. Ça, vous le reconnaissez? Oui, si on prend les critères des nombre de députés, oui. Nous sommes premiers dans le Sud Kivu, nous sommes premiers dans le Nord Kivu en nombre de députés. Le PPR devient après nous. Beaucoup de gens ne font pas attention à cela. Donc, c'est-à-dire quand le pasteur Mulunda ou son équipe avaient bricolé les résultats au niveau de la présidentielle, ils avaient oublié de les réajuster au niveau des législatives. Puisque Kamerhe, son parti, ne peut pas avoir des députés qui raflent tous les sièges à Walungu, qui raflent presque tous les sièges à Bukavu. Et nous avons plus de 6 députés, 7 exactement, dans le Sud Kivu. Le PPR, je crois, en a 4 ou 5. Nous avons 4 dans le Nord Kivu. Parce que vous venez de là, justement, aussi. Oui, ça joue beaucoup aussi. Vous ne savez pas ce que je voulais dire. Bon, je ne suis pas ministre de la Communication pour me fâcher ou bien vous sanctionner.
vous devez me laisser aussi terminer. Peut-être c'est pour ça que vous avez eu des problèmes la fois passée. Allez-y. Alors, donc j'ai dit, dans le Nord Kivu, nous en avons 4. Et le parti de Mboussa Nyamwisi qui vient après nous en a 3. Et ça signifie quoi? C'est-à-dire quand nos amis ont voulu donner le faux résultat de 2011, ils ont oublié de diminuer nos sièges au niveau des législatives, puisque ce sont les mêmes électeurs qui ont élu pour le président et pour les députés. Voilà, ça c'est cette anomalie-là. Alors, ce grand parti politique qui est le vôtre, qui a fait une alliance avec l'UDPS, finalement, quid de cette alliance, Vital Kamerhe? Nous avons fait un rapprochement, nous avons fait un rassemblement, nous sommes ensemble parce que nous avons compris que, avant même Burkina Faso, nous avons compris que c'est ensemble que nous allons vaincre les obstacles qui sont jonchés sur les chemins de la démocratie, de la paix et de l'émergence économique du Congo. Nous avons compris que pour écarter le pouvoir qui a démontré les limites dans tous les domaines, pour écarter le pouvoir qui a érigé l'impunité en mode de gestion, puisque aujourd'hui on peut violer, on peut tuer, on vient de tuer encore à Beni, hier la nuit, on ne nous dira pas qui a tué à Beni, on viole, on fait tout ça, et on ne nous présente pas les auteurs de tous ces crimes, et ça signifie qu'on doit répéter. Dans un pays où les magistrats sont sanctionnés... Est-ce que le gouvernement a fait est insuffisant, les auteurs de crimes et tout, etc. Certains qui ont été condamnés, d'autres qui ont quand même pu bénéficier de l'amnistie, etc. Cela n'est pas suffisant. D'une manière générale, nous constatons tout simplement l'incapacité du gouvernement à gouverner ce pays et l'impunité et l'instrumentalisation de la justice. Tous les juges qui avaient siégé dans le procès qui m'opposaient à Mme Wivine Moleka viennent d'être suspendus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obtenu la condamnation de Kamerhe. Parce qu'il fallait le faire. Et moi, je félicite ces juges et je leur dis ma compassion à toutes les familles concernées parce que ce n'est pas normal. Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai appris et j'ai eu les documents de Mme la ministre qui avait demandé au procureur général d'aller en cassation parce que les juges n'étaient pas loyaux vis-à-vis de la hiérarchie. Quelle hiérarchie? Mais avant d'être arrêté, le secrétaire général avait dit que cette histoire devait être réglée à l'amiable et que c'était terrible, mais ensuite il y a eu des problèmes entre vous et Mme Moleka. Mais ça avait été fait, puisque moi je suis sportif. Ça avait été fait. Mme Wivine Moleka avait demandé que je m'exprime à la presse pour dire que j'ai été induit en erreur par les témoins de mon parti. Je l'avais fait. Et pour moi, je crois que la loi est très claire. Dans ces pays-ci, on ne peut plus faire des allégations sur la façon dont les témoins ont observé le vote. Ça signifie que tout simplement, tout le monde aura peur. D'ici, j'ai dit que tel a triché, comme Kamerhe avait eu des problèmes. Moi, si je le fais, je ne suis pas aussi fort que Kamerhe, moi, on va m'écraser. Voilà la conséquence logique de cette... psychose. C'était un rapport général où il y avait même le nom du président de la République. Il y avait le nom de Wivine Moleka, de Boji, qui est de mon parti. J'ai mis beaucoup de noms. J'ai repris les rapports tels qu'ils m'avaient été présentés et j'ai signé comme président du parti. Mais ce n'est pas le sujet du jour. J'ai voulu illustrer l'instrumentation de la justice, l'instrumentalisation de la justice par ce cas concret. Et la suite de votre alliance avec l'UDPS, finalement, ça s'approfondit Non, nous devons nous battre jusqu'à ce que le président Kabila parte, effectivement. Parce que pour le moment, nous avons besoin que le peuple congolais puisse voir ses aspirations, avoir des répondants au niveau des dirigeants. L'incapacité à gouverner est établie. Mais on va attendre jusqu'à quand? On attend le calendrier électoral, on ne le voit pas. Mais plusieurs voix se sont levées justement pour parler de l'impact de Vital Kamerhe. Vous-même, en tant qu'individu, que Félix Tshisekedi n'aurait plus d'aura, assez d'aura, etc. Qu'il vous exploitait, il n'était plus vraiment en contact avec la base de l'UDPS. Vous n'êtes pas au courant de cela? Ce ne sont que des allégations et tout. Donc, vous confirmez, vous réaffirmez votre engagement de rester en alliance avec ce parti politique. Nos rapports avec l'IDP sont excellents. Je vais donner un conseil à beaucoup d'acteurs politiques. Quand vous montez, c'est comme un arbre de la forêt. Quand cet arbre commence à être plus visible, plus élevé que les autres, c'est-à-dire quand Dieu vous élève plus que les autres, vous devez accepter qu'on vous jette des pierres. Puisque vous êtes visible, vous devez accepter de porter la charge de tout le monde. Vous devez accepter la critique puisque le peuple a horreur des dictateurs. C'est pourquoi moi je remercie tous ceux qui me critiquent.
Mais la seule chose que nous devons dire aux amis qui formulent des critiques, ils doivent se baser sur des éléments objectifs, de telle sorte que leurs critiques soient assorties de propositions. Pour dire, M. Vital Kamerhe, nous vous reprochons ça, voici ce que nous vous disons, nous en tant que les gens qui soutenons tous les leaders du pays, que vous devez faire désormais. Mais moi je mène un combat ouvert. Mon parti et tous les partis alliés, nous avons refusé d'aller aux concertations, parce que nous avions dit, nous connaissons l'homme, il va vous promettre la lune, mais vous n'aurez même pas une mouche. Dites-moi, quelle est la recommandation des concertations nationales qui a été appliquée à ce jour, en commençant par celle que tout le monde attendait, c'est-à-dire le gouvernement de cohésion nationale. Mais est-ce que les gens vont cesser de me faire confiance, puisque j'ai dit, je connais, messieurs, vous allez là-bas alors que nous avons tous tenu le conclave de l'opposition. Donc Vital Kamerhe, après les concertations où il y a eu une sorte de proposition de dialogue, vous étiez d'accord ici sur ce plateau avant que vous puissiez partir à Washington. Oui. On a discuté. Aujourd'hui, votre position change. Oui. Sur base de quoi? C'est inconstance politique. C'est sur base de quoi? Si vous le qualifiez de dynamisme vous-même, je ne sais pas. Allez-y. J'ai voulu vous parler de dynamisme. J'ai voulu vous parler de l'évolution. Puisque si vous n'adaptez pas votre combat à la donne qui change, à un moment donné, le peuple va vous prendre pour quelqu'un qui est en train de se battre pour son propre compte. Comment voulez-vous qu'en ce moment, nous puissions dire, comme il y a une année, que nous continuons à réclamer les dialogues? Mais la personne chez qui vous vous adressez ne vous donne aucune réponse. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est du mépris? Ça, c'est de 1. Le dialogue, c'était pour appliquer l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098. Nous avons fait un meeting en Djili, qui a drainé du monde. On a fait une grande marche qui a drainé du monde. Nous avons fait le sit-in à la MONUSCO. Nous avons été dispersés. Mais je crois que ça suffit. Pendant que vous faites ça, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Le président de la République crée l'ONIP, l'Office national d'identification de la population. On va y arriver. Laissez-moi terminer. C'est une question très importante parce que vous avez voulu que je vous fixe. Quand il crée l'ONIP, et on ajoute qu'on attend les résultats de l'ONIP pour faire des recensements, je veux dire, pour faire les élections. Mais il faut être alors stupide, il faut être bête pour ne pas comprendre que le président Kabila vous a déjà répondu. Il vous a répondu qu'il ne veut pas le dialogue. Lui, il avance. Vous pouvez crier comme des chiens. Laissez-moi d'abord terminer. Oui. Allez-y, Vital Kamerhe. Vous pouvez crier comme des chiens enragés, mais lui, il avance. Alors, nous devons être intelligents. Puisque M. Loumanou est désigné, il vous dit que son recensement prendra au moins 4 ans. Donc, nous sommes en 2018. Quand il dit au moins, donc, on peut voir jusqu'en 2021. À ce moment-là, on va remettre le compteur à 0 et le président Kabila va se représenter. Il va partir en 2032. Et entre-temps, comme les politiciens congolais, on sait que pour les avoir, il suffit qu'on annonce qu'il y aura une petite transition, il y aura un gouvernement, et que tout le monde... Non, il faut dire au président Kabila et aux membres de son laboratoire et ses stratèges qu'il existe des opposants, il existe des membres de la majorité présidentielle, il existe des leaders au sein de la société force vive qui, eux, ont décidé de travailler pour le seul intérêt du peuple et qui vont dire non à cette transition et qui vont dire non au dépassement du délai légal constitutionnel 19 décembre 2016 à minuit. C'est pourquoi le combat que nous allons mener maintenant, ce n'est plus le combat de réclamer le dialogue, non. Le combat, il faut qu'on nous donne tout de suite et maintenant le calendrier global, assorti du budget, pour que nous sachions ça coûte combien ces élections-là. Avec comme objectif l'organisation dans les délais de l'élection présidentielle, élection législative nationale. 2, on doit pouvoir noter que pour nous, les recensements qu'on est en train de vouloir faire, qu'on n'a pas encore commencé, vraisemblablement qui ne va pas se terminer dans les délais, ne doit pas être une condition pour organiser les élections. C'est ça le problème, justement. 3, nous n'allons pas accepter de quelque manière que ce soit que les questions qui sont dans la Constitution fassent l'objet d'une quelconque négociation ou dialogue. Quand nous disons, nous refusons les dialogues, c'est le dialogue si des questions non négociables. Le départ de Kabila n'est pas négociable. Il existe une vie après la présidence de la République. L'organisation de l'élection présidentielle et législative nationale dans les délais n'est pas négociable puisque c'est dans notre Constitution.
le respect de la Constitution n'est pas négociable. Le respect des règles édigées, l'article 197 n'est pas négociable. Alors, si on doit dialoguer sur autre chose, peut-être comment sécuriser les élections, ça c'est autre chose. Mais le dialogue sur les questions fondamentales qui sont reprises clairement dans la Constitution. Donc c'est négociable. Vital Kamerhe, non, ce n'est pas négociable. Ok. Vital Kamerhe, dès la publication de cette ordonnance de Joseph Kabila créant l'ONIP, il y a eu plusieurs voix qui se sont levées sur la politisation de cette structure émanant d'ailleurs du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, vous considérez ça comme une structure politique carrément ou elle est administrative? Ce que j'aime, c'est que vous me facilitez chaque fois dans les réponses. Allez-y. Et les faits sont là, parce que vous avez suivi quand l'INC a fait sa déclaration pour montrer que l'ONIP, au fait, c'est la trouvaille, la dernière trouvaille du camp du pouvoir. Puisque, ils voulaient faire un forcing au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais quand ils se sont rendus compte que le MSR n'est pas pour la révision de la Constitution, le parti de Jean-Claude Mouyambo, et qui vient de faire défection de majorité présidentielle, n'est pas pour la révision de la Constitution, le président de la Ligue des jeunes du PPRD n'est pas pour la révision de la Constitution, son vice-président qui vient de démissionner n'est pas pour la révision de la Constitution, le président du Sénat a fait à la rentrée parlementaire un discours pour mettre le président en garde, mais il est revenu, qu'il ne doit pas toucher, laissez-moi terminer. Allez-y. Mais je vous parle d'un fait historique, on n'efface pas l'histoire. Il a fait sa déclaration pour dire qu'on ne va pas accepter qu'on modifie la Constitution. Maintenant, s'il a changé, vous nous donnerez des informations et à l'opinion, et à vous et M. Kengo Adondo, vous allez avoir des réponses et des clarifications. C'est pour dire que le président et son cas se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus réussir un forcing au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est mettre à l'actif du travail que nous avons fait au niveau Vital Kamerhe, un point important. Justement, vous êtes politique, vous êtes un politique, vous étiez président de l'Assemblée nationale, vous étiez secrétaire général du PPRD. Comment traduisez-vous cela, le fait que le chef de file, finalement, que ces brebis se lèvent pour lui dire non, c'est quand même grave, on n'a jamais vu ça avant. Ce sont des signes, avant-coureurs, les signes de fin de règne. On a vécu ça à l'époque de Mobutu, on l'a vu au Burkina Faso. Ce sont des signes, ceux qui veulent le voir sont en train de voir, ceux qui veulent l'entendre sont en train d'entendre. Et j'ajoute que, puisqu'ils m'avaient coupé dans mon développement, les évêques, et c'est très important, ils avaient déjà fait plusieurs déclarations. Mais quand les évêques disent qu'à partir de la ville sainte, nous trouverons à Rome, Vatican, après nous être inclinés et prier si la tombe de Saint-Paul, si la tombe de Saint-Pierre, nous demandons au pouvoir de ne pas toucher à la Constitution, à l'article 220, et tout ce qui pourrait éventuellement enlever à cet article sa substance. Mais comment les gens ne peuvent pas écouter tout ça? Donc ça signifie qu'ils ont abandonné ça momentanément, mais ils ont voulu essayer le référendum. Et le secrétaire général du PPRD, vous l'avez vu, il a fait le Bas-Congo, échec. Il a fait la province orientale, échec. Le Katanga, fiasco. Il est rentré, il a fait rapport, il a dit non, monsieur le président, si nous essayons le référendum, le peuple va voter contre avec 90% la révision constitutionnelle. Maintenant, la troisième stratégie, c'est la prolongation. Maintenant, pour prolonger, les mêmes laborantins vont dire au président, non, mais maintenant, pour prolonger, est-ce qu'on ne peut pas créer maintenant des obstacles pour gagner du temps? Voilà, l'ONIP, c'est une structure politique, une justification du glissement. Et quand on nomme un ancien directeur du cabinet du chef de l'État, là-bas, on crée un nouvel office qui n'était pas dans le budget de l'État. On n'amène même pas l'arrêté au Conseil des ministres pour que les autres ministres comprennent de quoi il s'agit, pour l'adopter. Le ministre de l'Intérieur ne vient pas devant les députés à l'Assemblée nationale pour dire « Chers honorables députés, ce n'était pas prévu dans le budget, vu la nécessité... » Le porte-parole du gouvernement a pourtant dit que c'était en discussion depuis un bon bout de temps. Madame, vous voulez que vos téléspectateurs soient informés de la manière dont les choses se passent, ou vous voulez faire confiance à Mende? Bon, ils ont suivi Mende, laissez qu'ils me suivent moi aussi à mon tour. Je ne savais pas que vous étiez porte-parole de Mende. Alors, laissez-moi aussi donner M. Kamerhe, c'est votre point de vue. Alors, j'ai dit, j'étais président de l'Assemblée nationale, et si je l'étais encore maintenant, j'allais interpeller le Premier ministre pour dire, monsieur, votre arrêté là est anticonstitutionnel parce que l'ONIP ne figure pas dans les budgets de l'État. C'est l'une des raisons d'ailleurs qu'on vous fait où est-ce que vous allez trouver l'argent? Maintenant, par rapport à un autre élément pour montrer que c'est une structure politique, d'abord ça se fait en catimini. C'est le président qui choisit qui il veut. Mais c'est un organe technique.
On devait y nommer quelqu'un qui a des compétences en démographie et en statistique. Loumano a fait les Sciences Po. On devait, Loumano maîtrise la territoriale. Oui, la territoriale, c'est quoi? C'est ça pour vous l'identification de la population? C'est ça d'ailleurs la base aussi. C'est ça aussi la base. C'est toute une la base, des éléments d'identification. Il faudrait maîtriser, avoir une maîtrise sur ça. Le professeur Loumano a quand même une maîtrise. Madame Barbara Nzimbi, laissez-moi informer les téléspectateurs. Allez-y, Vital Kamerhe. Et peut-être vous-même. J'ai fait quand même les sciences économiques. J'ai les cours de démographie en premier graduat, en deuxième graduat. La population est une chose. La science, démographie comme science est une autre chose. La technique d'identification de la population, on ne s'improvise pas. C'est toute une technique pour faire les recensements. Et donc, il fallait d'abord la compétence. Secondo, la neutralité. Tertio, il fallait ouvrir les candidatures à tous les Congolais. Puisque nous sommes tous égaux devant la loi. Le président de la République ou le premier ministre pouvait dire, voilà, nous venons de créer un office, il y a 5 postes ou 4 postes. Votre point de vue, c'est parce que vous le voyez avec un œil politique, Vital Kamerhe. Il faudrait aussi le préciser. Est-ce que j'ai dit que c'est moi qui voulais prendre? J'ai dit, nous sommes tous égaux devant la loi. C'est-à-dire, les jeunes gens qui ont terminé à l'Institut des statistiques, qui ont déjà travaillé, les gens qui ont travaillé à FUNIAP, les gens qui ont travaillé dans les organismes internationaux, on devait tracer les profils et les gens allaient venir. Mais pour terminer, quelle est l'opportunité de créer cet office quand on sait qu'il y a des directions au niveau du ministère du Plan et au niveau du ministère de l'Intérieur où les fonctionnaires qui ont l'expertise sont clochardisés? Nous sommes tous dans la logique des gouvernements parallèles. Ces ministères existent depuis longtemps. Est-ce que le Congolais, comme individu, a même une carte? Vital Kamerhe a une carte, par exemple, d'identité nationale? Allez-y. Mais il faut qu'on se comprenne bien. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on donne des cartes pour les Congolais? Je n'ai pas dit ça. Mais pourquoi nous avons fait les élections en 2006 sans recensement? C'était toujours avec le président Kabila. Et heureusement, comme président de la CENI, c'était M. Labé Maloumalou, qu'il vienne vous expliquer, après moi, invitez-les ici, qui vous disent quelle magie il avait faite en 2006 pour nous offrir des élections qui étaient moins contextées que celles de 2011, sans recensement. Et vous allez inviter le pasteur Moulunda pour qu'il nous dise comment il a fait pour que nous fassions les élections en 2011 sans recensement. Nous nous disons ceci, l'opportunité, le temps et l'argent, 3 facteurs, face à l'objectif, parce qu'il y a une date limite qu'on ne doit pas dépasser, c'est 90 jours avant le 19 décembre 2016 à minuit. C'est la fin du mandat du président Kabila. Nous devons absolument organiser l'élection présidentielle pour les successeurs du président Kabila. Nous devons organiser les élections législatives nationales pour renouveler la chambre basse. Et donc, nous proposons ceci, parce que nous ne sommes pas là seulement pour critiquer. Donnez-nous un calendrier souple avec l'essentiel. On n'a pas besoin des histoires des élections locales, municipales et consorts. Non, d'abord déjà, vous n'avez pas besoin de cela, mais les autres en ont besoin. Je vais vous demander une petite faveur. En plein développement d'une idée, parce que je crois que c'est ça le but de l'émission. Si vous pouvez laisser juste terminer la phrase, je vous saurai gré. Parce que quand vous posez des questions, je vous laisse terminer les questions. Je voudrais dire que aujourd'hui, le Congo, qui a déjà commencé la décentralisation par le gouverneur de province, ces derniers se plaignent déjà de ne pas avoir de frais de fonctionnement. Maintenant, quand vous allez avoir toutes ces entités-là, où est-ce que vous allez trouver cet argent pour faire fonctionner ces entités? L'argent d'abord pour organiser, pour les députés provinciaux, pas plus de 200 circonscriptions électorales, ça pose problème. Maintenant, si nous devons avoir 7200 circonscriptions électorales, nous disons que nous n'avons pas l'argent, mais en même temps, on crée l'ONIP et on nous dit que pour faire les recensements, il faut 500 millions de dollars. Alors qu'un pays comme le Nigeria, qui a plus de 150 millions d'habitants, ils ont fait les recensements avec 80 millions de dollars. Là aussi, l'Assemblée nationale doit faire un audit a posteriori pour savoir est-ce que le budget que le professeur Loumano a lancé comme ça, comme la BCLAB Malma nous avait lancé sur la figure 1 milliard de dollars, on doit nous donner les différentes rubriques. Puisqu'il s'agit de l'argent du contribuable congolais. Donc pour nous, le recensement, c'est bien. S'ils nous disent que ça prendra le temps que ça prendra, les jours ça se termine. Vital Kamerhe, c'est ça le problème. Ça, c'est très important. Le bas blesse. Oui. Justement, qui a dit que ce recensement, ce processus de recensement viendra contredire la constitution qui détermine la fin du mandat de Joseph Kabila? Congo Web, entre autres, j'avais suivi le professeur Loumano lors de la cérémonie, je crois que ça devait être moi, je suis à l'étranger, au Palais du Peuple. Il s'est exprimé, il a dit que le recensement prendra 4 à 5 ans. Quand il a dit, mais faites l'addition, nous sommes en 2014. Attendez, je vous pose la question. Nous sommes en 2014, oui ou non?
Vital Kamerhe, Ah vous non, n'avez pas compris. attendez, Je ne peux pas répondre à votre oui, question. maintenant c'est pour répondre à votre question. Si nous Allez-y. sommes en 2014, si le recensement doit prendre au moins 4 ans, c'est que le professeur Douman nous a annoncé que, attendez-moi, au plus tôt en 2018, donc nous sommes au-delà des 19 décembre. Vital Kamerhe, c'est que les téléspectateurs voudraient comprendre, hein, c'est ceci. Est-ce que pendant ce recensement-là, qui va prendre beaucoup de temps, le processus électoral doit s'arrêter? C'est ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que pour déterminer les circonscriptions électorales, ils ont besoin des résultats de recensement. C'est ce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs. Puis ces gens-là, ils disent une chose et son contraire. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Alors oui, ils disent une chose et son contraire. Oui. Mais c'est pourquoi vous pouvez me laisser expliquer aux gens Allez-y. qu'est-ce que nous pouvons faire sans recensement. Puisque quand M. Labé Malomal vient ici vous dire que pour déterminer les circonscriptions électorales, il a besoin des résultats de recensement. Mais comment il avait déterminé les circonscriptions électorales avant? D'abord, pour les députés provinciaux et pour les députés nationaux, nous avons différentes circonscriptions électorales. Et nous avons proposé une chose très simple, la révision des fichiers électoraux. Le fait qu'ils fassent les recensements n'empêche en rien de tenir compte de la position de l'opposition, qu'on fasse en même temps le fichier électoral. C'est qui va se terminer avant, on avance. Mais justement, oui, allez-y. Il faut dire aux téléspectateurs aussi, malheureusement pour les gens de cette stratégie-là, que pour l'élection présidentielle, on n'a pas besoin des résultats de recensement. Parce que la circonscription électorale du président de la République, c'est l'ensemble du territoire congolais. Et deux, est-ce que vous savez la différence entre l'identification des électeurs et le recensement? Le recensement, c'est-à-dire, Barbara Nzimbi vient de mettre au monde un enfant, le certificat de naissance est là, on enregistre l'enfant à l'état civil, cet enfant, quand on va faire le recensement, cet enfant, il est déjà recensé comme congolais. Mais les électeurs, la Constitution vous dit qu'il faut avoir au moins 18 ans. C'est-à-dire, nous devons définir simplement le corps électoral. Évitons une gymnastique trop compliquée inutilement. Pour le moment, nous voulons, pour les élections, définir le corps électoral et rien d'autre. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de proposer. Et nous voulons dire à nos amis de la majorité, certains, pas tous, puisque nous félicitons ceux qui partagent votre point de vue. Ceux qui partagent le point de vue du peuple congolais, comme les MSR, comme le parti de Jean-Claude Mouyambo, comme le président de la Ligue des Jeunes, le vice-président de la Ligue des Jeunes. Ce n'est pas parce que de temps en temps, il vient me gratigner sur votre chaîne que je ne dois pas reconnaître quand il dit de bonnes choses, il faut le féliciter. Il a fait le droit, il a dit que toucher à la Constitution, à l'article 220, c'est un crime contre l'humanité et que lui, il va, comme président de la Ligue des Jeunes, barrer la route à tous ces imposteurs et on ne dépassera pas les délais. Nous disons la même chose. Pour une fois que les Congolais peuvent communier à la même chapelle, pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si le président Blaise Compaoré, il lui était donné de revenir à la tête de son pays, franchement, vous pensez qu'il allait écouter tous ces faucons qui étaient à côté de lui? Il allait dire, attendez, je termine d'abord. Oui. Il allait, vous savez qu'il suffisait seulement 48 heures avant que le président Blaise Compaoré passe à la télévision et dit, bon, les enfants de façon, je vous ai compris. Je retire et on ne va pas déposer ce projet de révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. La marche des balais citoyens s'arrêtait là, l'ouragan ou le printemps burkinabé s'arrêtait. Et aujourd'hui, ça allait être la star à la francophonie à Dakar, parce qu'il allait montrer la voie déjà aux autres qui veulent modifier la Constitution. Je crois qu'il est là où il est. J'ai lu entre les lignes son interview en Jeune Afrique. Il est en train de s'en prendre à son entourage, puisqu'il dit qu'il savait déjà que certains membres de son entourage étaient déjà en contact avec le chef d'état-major général, qui lui-même avait désigné. Le maréchal Mobutu, quand il avait reçu l'émissaire du président américain, il y avait des gens autour de lui qui lui avaient dit, non, mon maréchal, prenons cette histoire au sérieux, puisque les Aïrois aussi ne sont plus d'accord avec ce que nous faisons. Le maréchal a voulu marcher, mais il y en a d'autres qui ont dit aujourd'hui, qui sont devenus des spécialistes de l'opposition dans les réseaux sociaux, qui ont dit non, maréchal, Tikala Mobile Akufaka Namondo Kinamaboko. Mais ils étaient les premiers à fuir. Les premiers à écrire les livres contre le maréchal Mobutu. Mais c'est ce qui se passe partout. Aujourd'hui, les gens de Blaise Compaoré, il y en a qui se retrouvent dans les gouvernements de transition, dans les parlements de transition. C'est ça le dynamisme. Mais le pauvre, c'est avec sa femme. Non, c'est pas ça le dynamisme. Puisque nous avons des anciens présidents au Ghana, nous avons les anciens présidents au Sénégal, nous en avons en Namibie, nous en avons au Mozambique, nous en avons en Tanzanie. Nous disons avec le professeur Mbata, nous à l'INC, qu'il existe une vie après la présidence de la République. Et ce que nous faisons maintenant, c'est pour éviter que Burkina Faso arrive chez nous.
Et l'unique façon d'éviter que le Burkina Faso arrive chez nous, c'est que le justement, président Kabila puisse désavouer les vous gens êtes qui sûr le que poussent à aller dans la voie de violer la Constitution. C'est tout. Vital Kamerhe, êtes-vous convaincu que ce qui s'est passé au Burkina Faso pourrait se produire ici, en République démocratique du Congo? Maintenant, je vais vous poser la question à vous et aux agents des Congolais. Est-ce que c'est le même contexte? Attendez que je termine. Parce que Blaise Compaoré... Quand vous allez finir, vous me direz, je vais parler. Allez-y, Vital Kamerhe. Est-ce que c'est le même contexte? Parce que Blaise Compaoré, au moins, avait donné son intention. Jusque-là, Joseph Kabila n'a pas encore donné son intention. On ne sait pas s'il sera d'accord ou pas, et il va s'exprimer bientôt. On ne sait pas s'il va dire son intention ou pas, finalement. Est-ce que vous pensez qu'on est dans le même contexte avec le Burkina Faso? Vous avez dit si. Maintenant, je vais vous dire, les avant-projets qui sont déposés à l'Assemblée nationale, d'après vous, qui comportent certaines clauses qui modifient l'article 197 de la Constitution et qui touchent à l'article 220. Donc, pour vous, le gouvernement peut aller déposer les avant-projets qui touchent à la Constitution et les garants de la Constitution de la République démocratique du Congo, vous êtes en train de les dédouaner sur tous les médias, bon, procès d'intention, de le président n'est pas d'accord, n'est pas au courant. Alors, ça, c'est, il faut que l'on cesse d'insulter le président de la République. Les ministres des médias doivent cesser ça. Puisque quand il va, je l'avais suivi quand il était en confrontation avec un membre de l'opposition, dire qu'on fait un procès d'intention au président de la République. Lui, le ministre des médias, il oublie que le gouvernement a déposé les avant-projets et qu'on a distribué à tous nos députés et qui comportent des clauses qui modifient l'article 197 de la Constitution et que cet article 197 de la Constitution, c'est touché, l'alinéa est protégé par l'alinéa 2 de l'article 220. Et quand il dit que le président n'est pas au courant, n'a rien dit, ça signifie quoi? Il veut dire que le président est contrôlé dans ce pays? Ça, c'est une injure. Et moi, je serais le président de la République, je le suspendrai tout de suite. Alors, donc, nous disons, il faut faire attention. Souvent, ces gens qui donnent ce genre de conseils, Kabila Tolembi, on a noté, Kabila je ne sais pas quoi, mais on a entendu des chansons ici. Mobutu Topesio 100 ans. Et le maréchal, je le voyais rire à la télévision. Topesio 100 ans au pouvoir. Rassoum Malé, il était âgé, je crois, de 40 ans. Mais quand on vous dit que, sans rire, qu'on vous donne 100 ans au pouvoir, et moi je crois que quand on arrive à ce niveau-là, à un moment donné, on ne réfléchit pas bien. Et vous croyez, vous êtes content, vous applaudissez. Donc vous allez vivre 140 ans. Je demande bien sûr au peuple, à travers un référendum, de se prononcer sur ce qui a été proposé, qui suppose qu'une fois adopté, le président du Faso n'aura plus à faire 10 ans comme c'est inscrit actuellement dans notre constitution, mais un mandat renouvelable une fois, mais un mandat renouvelable 2 fois. Vous aurez terminé votre second mandat, en théorie, vous n'avez pas le droit de vous représenter. Bon, nous disons que l'exploitation de la Constitution, du Code électoral, c'est de l'affaire de ce qui est, donc c'est de l'affaire de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Mais pour ce qui est de ma personnalité, je dirais que donc pour le moment, le Burundi a donc sa Constitution. Il y a donc les codes électoraux maintenant qui sont en train d'être révisés. Mais pour ce qui est donc de la présentation des candidatures, ce n'est pas le président qui se présente. Mais vous voulez vous présenter? Nous disons que non, quand bien même on le veut, ce n'est pas comme ça que ça se fait dans notre parti. C'est le parti qui désigne celui qui va présenter le parti aux élections en respectant la Constitution et le code électoral. La toute dernière question. Votre mandat expire en 2017. Dois-je vous croire si vous me dites que vous allez quitter le pouvoir en 2017? Je me demande si je vais devoir répondre sans cesse à ce genre de questions. On pose toujours cette question. Ça veut dire que je ne convainc personne quand je réponds. Donc la meilleure des choses à dire, c'est on va attendre et voir. Glissons un petit peu sur le terrain intérieur, Monsieur le Président. Vous avez compris ma question. Serez-vous présent aux prochaines échéances électorales? Bon, mais le débat est ouvert dans le pays. J'écoute les forces politiques, sociales. Ça ne peut pas être une volonté de puissance et une volonté de rester. Donc vous n'avez pas encore pris votre décision? Pas encore. Je préfère écouter le peuple parce que cela ne peut pas se faire sans le peuple. Est-ce que vous allez appliquer vous-même ce que vous prêchez? Votre mandat se termine en 2016. Est-ce que vous pouvez me jurer
Que vous n'allez pas vous représenter. Je le jure. Et tous les Béninois, même ceux qui sont dans le ventre de leur mère, savent que mon pays, eh bien, la question du respect de la Constitution est fondamentale. Et il n'y a aucun débat. Le débat sur le respect de la Constitution dans mon pays est terminé. Il n'a jamais été ouvert d'ailleurs, à mon avis. C'est des fondamentaux qu'il faut respecter. Et tant que je serai là, ces fondamentaux seront respectés. Que je sois sur cette terre ou au ciel, je me battrai pour que ces fondamentaux soient respectés. Donc si dans 2 ans, je vous repose la question, vous n'allez pas me dire que le peuple vous réclame et donc... Vous n'avez pas besoin. Et ça vous gêne que sur le continent, il y en a beaucoup qui se disent, tiens, finalement, la Constitution, je peux la changer. Mon grand souhait, le mieux, pour la paix dans nos différents pays, est de respecter la Constitution adoptée par nos différents peuples. Voilà en fait ce que... Et je suis convaincu de cela, en tout cas, au Bénin. Cher ami, vous n'avez plus besoin de me poser cette question. Je suis en train de compter le nombre de jours. Vital Kamerhe, vous venez de suivre quand même des réponses de chefs d'État africains qui viennent de se prononcer et tout par rapport à la révision constitutionnelle. On a suivi Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Paul Kagame, etc., Blaise Compaoré, qui lui d'ailleurs est parti d'une manière très catastrophique. Ce sont des fonctions mythiques qu'on ne doit pas désacraliser parce qu'ils portent sur les épaules les espoirs, en même temps les frustrations, les peurs, les angoisses de tous les peuples africains concernés. Alors je conseillerais aux chefs d'État de regarder dans la direction du peuple qui se détourne 1 minute de leurs conseillers occultes et ceux qui ont d'autres consultations invisibles qui s'en détournent, qui regardent le peuple et qui lèvent les yeux vers le ciel, regardez le bon Dieu, les yeux vers le bas, regardez le peuple et les yeux vers Burkina Faso. Ils peuvent téléphoner à Blaise Compaoré pour lui demander, cher ami, puisque nous sommes maintenant là, dans la situation qui était la vôtre quand vous avez parlé. Je viens de le suivre, Blaise Compaoré. Il a dit que bon, l'article qu'on va mener là va faire en sorte que le président de Faso, ça ne sera plus un mandat de 10 ans, ça sera de 5 ans, une fois renouvelable. Bon, le président de Faso va prendre ses responsabilités. Maintenant, est-ce que si vous lui posez la question aujourd'hui, si on les ramenait à la date de 3 jours avant son départ, il dirait la même chose? Il suffisait qu'il dise, moi, Blaise Compaoré, monsieur, je m'en fous, je ne suis pas venu au pouvoir pour moi-même, le pouvoir j'ai accepté pour servir le peuple. C'est ça la philosophie que nous devons incarner. On accède au pouvoir pour être au service du peuple. Cette philosophie africaine de dire, mon armée, mon pays, mon peuple, mais qui vous a dit que c'est à vous? Vous êtes au service de vos semblables. Comme Jésus-Christ, il se mettait derrière les brebis pour être sûr que toutes les brebis, les bonnes et les mauvaises, vont arriver à destination. Alors, Vital Kamerhe, la francophonie, à la tribune de la francophonie, François Hollande a parlé de ça. D'ailleurs, pensez-vous que cette tribune était appropriée pour attirer l'attention, soit avertir les chefs d'État africains qui ont cette intention-là de modifier leurs respectives constitutions, etc. Pensez-vous que le moment était vraiment bien approprié? Non, le moment était bien choisi, puisque quand j'avais suivi Raymond Tshibanda, notre ministre des Affaires étrangères, quand il faisait le bilan du mandat du président Kabila, puisque c'était lui le président sortant de la francophonie, il avait souligné entre autres parmi les innovations de la révolution de la modernité, comme il a dit lui-même sur Radio Okapi, que le président Kabila a amené la donne économique dans la francophonie, et même il a fait de la francophonie maintenant une instance politique qui pèse dans le monde. Mais alors il ne faut pas se plaindre. Hollande a saisi l'occasion pour dire, bon, comme tous les chefs d'État sont là, du moins c'est du monde francophone, peut-être David Cameron s'adressera à ceux du monde anglophone dans le Commonwealth. Il a dit, j'ai saisi l'occasion. Il n'a pas dit, il n'a pas donné des injonctions. Il a dit, j'avais parlé à mon ami Blaise, lui proposant même des fonctions, une sortie honorable en contrepartie des fonctions sur le plan international, pour dire de regarder le peuple de Faso.
les peuples africains ont acquis une maturité, ne peuvent plus accepter les chefs d'État qui tripatuent les constitutions dans les seuls buts de rester au pouvoir. C'était aussi une sorte de menace, hein? Il était en train de menacer, moralement en tout cas, notre chef d'État africain qui était là. Je vous laisse l'interprétation, mais comme on dit à Lingala, ils allaient tilibanga babwaki na molili, oya leli nde essuyer. Parce que je ne pense pas que le président du Ghana avait des réactions à faire. Le président du Nigeria, non. Le président de tous les autres pays. Là, mais Kabila n'a pas réagi non plus. Ici, Mende n'a pas réagi. On a vu Marie-Louise Mushikiabo des Affaires étrangères, etc., qui a réagi. Non, les autres, madame, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Allez-y. Est-ce que vous m'avez entendu, moi, sur ce plateau de la télévision, dire que le président Kabila a réagi? Vous ne m'avez pas entendu dire ça? Donc sur votre liste-là, le Ghana n'a pas réagi, etc. La République démocratique du Congo n'a pas réagi aussi. La République démocratique du Congo a réagi puisque le ministre de l'Information, dans l'émission de débat africain, il a réagi. Je l'ai suivi d'une manière officielle pour condamner cela. Marie-Louise Mushikiabo du Rwanda. Votre réaction tout de suite? Je ne suis pas du Rwanda. Il faut poser la question à l'opposition rwandaise. Je me refuse d'entrer dans ce qui se passe ailleurs là-bas. Mais elle a considéré les propos de François Hollande des pas très élégants, etc. Donc il y a eu aussi des personnes qui ont été contre le discours de François Hollande. Et les membres de la francophonie, le Rwanda est dans la francophonie, je pense, peut-être ils sont à la fois dans la francophonie de la Commonwealth, c'est bien. C'est leur droit, ils n'ont qu'à dire ce que la France va répondre. Mais en attendant, l'UNC a fait sa déclaration où nous avons soutenu la position du président Hollande, parce que tous ceux qui sont au chevet de votre peuple, quand ils traversent des zones de turbulence, il faut dire merci. On a besoin des voisins, même lointains, quand on est en difficulté. Mais pourquoi le président Hollande a parlé? Il a parlé parce qu'il s'est instauré en Afrique des habitudes qui ne sont pas acceptables sur le plan de l'éthique. Il se crée autour des chefs d'État des petits clans qui gèrent les États comme des biens de la famille des chefs d'État. Alors, vous pensez que si, au niveau de la République démocratique du Congo, puisque l'accord cadre d'Addis Abeba est signé par notre président depuis le 24 février 2013, vous pensez que si le président lui-même avait fait un certain nombre de choses, d'ailleurs, on n'avait même pas besoin de lui faire signer cet accord cadre. Quand on vous dit, vous devez faire la réforme de l'armée, mais cela va de soi. La réforme de l'administration, ça va de soi. Vous devez faire la réforme de la gouvernance financière. Vous devez faire en sorte qu'il n'y ait pas violation des droits de l'homme. Pas plus tard qu'hier, la nuit, on vient de tuer les jeunes qui nous avaient réussi à Beni encore. Et je présente mes condoléances à cette population de Beni qui nous suit à ce moment. Chaque jour, il faudra combien de morts? Je pose la question à la fois au gouvernement et à la MONUSCO pour qu'on considère que ce qui se passe à Beni, c'est un génocide. Il faudra combien de morts pour qu'on considère que ce qui se passe dans le Nord Katanga, c'est un génocide? C'est une non-assistance à un peuple en danger. Et nous sommes en train de rire, entre-temps, bon, nous réclamons les dialogues, nous réclamons... Pour faire quoi? C'est ça la question. Pour aller discuter, de négocier que, bon, en 2016... En parlant de mort, Vital Kamerhe, vous avez suivi le rapport de Human Rights Watch, vous avez suivi les événements, comment des événements se sont succédés, comment est-ce qu'on a renvoyé Scott Campbell, etc., le directeur du bureau conjoint du droit de l'homme de l'ONU, etc. Vous êtes pour ou contre l'opération Likofi, la pratique, etc., la manière dont ça se passe? Parce qu'il y aura une autre opération Likofi qui doit commencer. Les missions traditionnelles, constitutionnelles de la police, c'est assurer l'ordre et la sécurité. Ce n'est pas les Likofi, ce n'est pas les Barracuda ou je ne sais pas quoi, non. Un gouvernement ne traque pas ses propres fils, surtout quand ce gouvernement sait que c'est le résultat de la déliquescence de l'État depuis 1960 jusqu'à ce jour. Pourquoi ces jeunes gens sont devenus des délinquants? Pourquoi les enfants des rues? C'est parce que même ceux qui étudient sont des chômeurs, sont aussi des candidats enfants de rue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gouvernements, Mzee Laurent Désiré Kabila l'avait fait. Nous avons ramassé dans cette ville avec le général Kaloumé plus de 4000 jeunes désœuvrés, parmi lesquels les enfants drogués, désintoxication d'abord à Kanyama-Kassese. On a fait le cours de civisme et de patriotisme, et puis on a créé des modules. Il y en a qui ont suivi le module de l'électricité, il y en a qui ont suivi le module de la maçonnerie, il y en a qui ont suivi le module de l'agriculture. Et nous avons planté et récolté, semé et récolté
10 000 hectares de maïs et on a invité à l'occasion tous les ambassadeurs. Je crois que c'est parmi les éléments qui ont précipité l'agression du Congo. Mais après cette opération, alors, on a constaté quand même la réduction du taux de banditisme à Kinshasa. Je suis contre les Kuluna. Mettons-nous d'accord. Je suis contre les Kuluna. Je suis pour que effectivement le banditisme diminue. Mais est-ce que c'était l'unique manière de le faire? La procédure. Et j'ai dit aussi que même les bandits, même les Kuluna, ont droit, comme les gens de Guantanamo, à la justice. On doit nous dire, voici telle l'opération Likofi. Hier, la nuit, nous avons ramassé 20 personnes répondant au nom de ça. Jugement, paf. Où est-ce qu'on les amène quand on les arrête? Nous devons le savoir. Il y a des enfants. L'enfant du général Mbouza Mabé, jusqu'à présent, sa famille était venue me voir. La maman demande l'audience chez le président de la République jusqu'aujourd'hui. Parce que son fils, parce qu'il avait fait des tresses, on l'a confondu avec les Kuluna. Il est parti. Et moi, j'avais dit ça dès le départ. Quel sera le signe distinctif entre les jeunes des rues que nous voyons habituellement, les jeunes peut-être qui ont bu l'alcool quand ils ont fait leur examen d'état ou quand ils reviennent des enterrements, et les vrais Kuluna? Comment vous allez faire ça? C'est pourquoi nous avons dit que l'opération avait besoin de modalités d'application. Et les dérapages étaient prévisibles. Il y a eu dérapage, Scott Campbell l'a dit. Human Rights Watch vient de confirmer Scott Campbell. Et moi, je crois qu'un gouvernement qui ne se reproche rien, quand Scott Campbell avait fait son rapport, le président de la République, d'ailleurs le Premier ministre a dit oui, nous recevons votre rapport, merci beaucoup, M. Scott Campbell, mais ce ne sont que des allégations. Moi, gouvernement, je vais faire ma propre enquête. Si les gens qui sont cités là-dedans sont effectivement coupables, je vais les sanctionner. Mais ça, justement, Vital Kamerhe, comment justifiez-vous ce paradoxe? Human Rights Watch publie même les photos étaient terribles. Le lendemain, le gouvernement congolais présente ces gens qui seraient morts. Et puis l'autre lendemain, les familles viennent et tout. Ce n'est pas leurs enfants que le gouvernement congolais a présenté. Donc, c'est-à-dire... C'est-à-dire, vous avez paradoxe sur paradoxe. Non, c'est pas paradoxe. Comment vous justifiez cela? Ou quelle lecture faites-vous de cela? Vous voyez que ce que vous venez de dire efface déjà ce que vous aviez affirmé avant. Et je vous remercie pour votre franchise. Les faits sont venus démentir ce qui est le maquillage du gouvernement. Le gouvernement a voulu présenter, non. Le gouvernement a démenti aussi les maquillages de Human Rights Watch. C'est ça le problème, M. Kamerhe. Le gouvernement connaît tous nos enfants. Ils ont les photos de tous nos enfants. Il ne faut pas jouer avec le vie des gens. La seule réaction raisonnable, c'était de mettre en place une commission d'enquête. Pour dire, M. Scott Campbell, calmez-vous. Nous sommes un pays souverain. Nous allons vérifier nous-mêmes et nous allons châtier, sanctionner s'il y a des allégations. Mais c'était une fuite en avant. Maintenant, on nous annonce qu'ils viennent de mettre finalement cette commission d'enquête en place. Mais le ministre de l'Intérieur devait le faire quand il avait reçu les rapports. Mais nous voulons qu'ils nous disent qui sont les membres de cette commission d'enquête. Pourquoi on fait toutes les choses en catimini? C'est qui sont là-dedans? Et ils ont dit qu'ils vont nous présenter des rapports. Vous voulez encore qu'on prenne les membres de la société civile? Non, je ne demande pas ça. Oui. Ou bien vous ne me comprenez pas. Vous proposez quoi alors, Vital Kamerhe? Nous voulons savoir, puisque la commission d'enquête est là. Ce n'est pas une commission de fantômes. Quand on dit la commission électorale nationale indépendante, on nous cite Maloumal, on nous cite tel. Mais pourquoi pour la commission d'enquête, s'il est Likofi, on ne donne pas les noms des gens qui sont là-dedans? Mais je peux vous donner quand même un élément où je félicite la police nationale congolaise. Avant-hier, j'étais parti jusque dans les Bandundu pour aller voir les vaches, comment les paysans cultivent, pour voir aussi comment on élève les vaches du côté des Féchis. Vous préparez votre électorat aussi, bien évidemment. C'est de bonne guerre, ce n'est pas mauvais. Il faut être en contact avec la population. Mais comment vous allez réajuster votre vision si vous n'allez pas vers la base? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? J'ai remarqué que sur une distance de 200 km, je n'ai plus vu une seule barrière. Alors qu'avant, les barrières commençaient à enceler déjà au pont. Il y en avait plus de 100, plus de 150. Ça, je félicite la police. Je félicite les autorités. Vous voyez que nous ne sommes pas là seulement pour raconter des histoires. Quand ça ne va pas, nous disons que ça ne va pas. Malheureusement, c'est beaucoup de choses qui vont très mal. Alors, nos amis, de pouvoir, excusez-nous, nous ne pouvons dire que c'est que nous voyons, et comme nous sommes déformés par l'exercice de la vérité, nous allons dire la vérité, rien que la vérité. Nous sommes des chrétiens. Chaque dimanche, je prie à Sacré-Cœur. Vital Kamerhe, on va parler de l'alternance et des perspectives 2016. Justement, jusque-là, vous étiez parmi ces candidats. Bon, vous êtes toujours parmi ces candidats valables pour 2016 et Tétéri. Mais il y a eu encore quelqu'un qui vient de s'ajouter sur la liste d'une manière indirecte. On est en train, ce sont des hypothèses qu'on envisage et tout. Les docteurs Denis Mukwege qui traitent les femmes et tout.
bon, il y a des sources sûres confirmant qu'il va venir se jeter dans la politique. Votre lecture là-dessus, Vital Kamerhe? C'est une très bonne chose. Si vous l'a dit à vous, qu'il va faire la politique, il va abandonner de réparer les femmes, il va faire la politique, c'est ça? C'est ce que vous me dites, si je comprends bien. Qu'il a dit que désormais il va quitter le... Il n'a pas dit ça. Il va quitter le métier. Il n'a pas dit ça. Attendez que je termine. Nos sources il va quitter... nous. Attendez, vous avez parlé. Et quand vous allez faire la comptabilité, à la fin, vous verrez que vous avez parlé plus que votre invité. Allez-y, Vital Kamerhe. Donc, le docteur Denis Mukwege vous a dit à vous, Barbara Nzimbi, qu'à partir du moment où il a eu le prix Sakharov, parce qu'il a aidé les femmes en détresse, les femmes violées, maintenant, comme il a le prix, il va tourner le dos à ces métiers qu'il a élevés pour maintenant faire la politique avec les Vital Kamerhe et les autres. C'est ce qu'il vous a dit. Moi, je n'ai pas entendu ça, mais s'il fait la politique avec nous, pourquoi pas? C'est le droit de tous les citoyens congolais. Il dit que le Congo est malade. Mais il est malade et il a raison. Le docteur Mukwege a 1000 fois raison et je le félicite en passant pour le prix Sakharov qu'il a reçu. Nous l'avons fait au niveau du parti, mais je l'ai fait solennellement à travers Congo Web. Le Congo est effectivement malade, il a besoin d'être soigné. Mais n'affirmez pas ce que vous n'avez pas entendu. S'il vous l'a dit au téléphone ou en privé, bon, informez l'opinion. Alors, Vital Kamerhe... Et j'ai oublié de vous dire aussi que notre combat maintenant, ce n'est pas encore la liste des candidats présidents. C'est un combat de rassemblement de toutes les forces politiques et sociales. Un combat de toutes les forces vives, y compris le docteur Mukwege. Que devient votre encerclement, Vital Kamerhe? Vous avez parlé de la politique d'encerclement. Vous avez interviewé, Madame, on va encercler, Kabila va subir une politique d'encerclement. Mais où en sommes-nous avec ces politiques d'encerclement? Aujourd'hui, vous sortez un autre mot. Oui, c'est bien, mais il faut évoluer, madame. Où sont les résultats? Alors, si à l'époque, puisque dans tous les entourages, c'est ça le malheur malheureusement, si à l'époque, quand j'avais proposé, j'avais dit, le président Etienne Tshisekedi peut balayer Kinshasa du revers de la main, l'aider Kassa du revers de la main. Qu'il me laisse l'Est, nous allons prendre Kabila en tenaille. Est-ce que ça ne pouvait pas fonctionner d'après vous? C'est ça l'encerclement. Maintenant, c'est les rassemblements. Diaspora congolaise, leader politique ici au pays, de l'opposition comme de la majorité, vous qui êtes en train de quitter la majorité, soyez les bienvenus. Les forces vives, les églises catholiques et les autres confessions religieuses, mettons-nous ensemble et tous les seuls mots, c'est de dire trop c'est trop, nous devons travailler pour notre peuple. Je ne dis pas contre l'individu, pour notre peuple. Vital Kamerhe, un mot de la fin, justement. Le mot de la fin, c'est pour dire que l'Union pour la nation congolaise, c'est que il n'y a aucun parti à lui seul, ou un leader à lui seul qui va parvenir à vaincre ce combat contre toutes les antivaleurs et les obstacles qui se trouvent sur la route de la démocratie pour que le peuple congolais puisse retrouver le sourire. Nous avons une vision que nous allons présenter au peuple congolais, aux autres forces vives et aux autres forces politiques. Nous devons améliorer cette vision-là de la grandeur du Congo, toutes nos ressources naturelles, que ce soit l'eau, que ce soit l'énergie renouvelable et qui ne pollue pas, des Inga, que ce soit nos terres, que ce soit nos forêts, que ce soit nos minéraux. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est de construire un vrai État où l'armée républicaine est là. Le président Dos Santos a construit une armée qui fait respecter l'Angola dans la région après la guerre. C'était sa première priorité. Si nous l'avions fait aussi, aujourd'hui, on serait en train de sourire. Il a construit la police qui est un modèle, qui forme même nos policiers. Mais apparemment, c'est ce que le président est en train de faire, la réforme de l'armée, etc. Ah bon? Apparemment, c'est ce qu'il est en train de faire. Et à Béni, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Puisqu'après la victoire sur les M23, nous devons pouvoir expliquer au peuple pourquoi les mêmes brigades qui sont là n'arrivent pas à arrêter ces gens qui viennent tuer nos populations. Nous devons nous remettre tous en cause, y compris nous de l'opposition, y compris ceux de la société civile de la majorité. Il faut qu'il y ait des ancrages nécessaires autour des valeurs républicaines. Regardons le peuple congolais d'abord. Vital, en une seconde, un petit mot à tous ceux qui vont vous suivre à l'extérieur du pays. Parce que oui, la diaspora congolaise, vous menez un combat noble. Les maîtres mots et les conseils que je vous donne, rassemblez-vous. Vos divisions vous fragilisent. Ça, c'est de 1. De 2, focalisez-vous sur l'essentiel. Ne vous trompez pas des combats et des cibles. 3, faisons des connexions nécessaires entre nous, puisque le pays appartient et à ceux qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui sont à l'extérieur. Je vous félicite pour le combat que vous menez, mais comme toute œuvre humaine, votre combat est perfectible comme le nôtre.
Identifions nos faiblesses, évitons de nous jeter des fleurs, identifions nos faiblesses et corrigeons-les. Ne demeurons pas dans les erreurs. La diaspora burkinabé n'a jamais cherché à chasser certains burkinabés. Non, non, la diaspora burkinabé, c'était d'abord le pouvoir qui se comporte aux antipodes des attentes du peuple burkinabé. Alors si vous venez avec des histoires où l'opposition combat l'opposition, nous allons nous affaiblir et monsieur va passer entre les mailles des filets et nous n'aurons les yeux que pour Vital pleurer. Kamerhe, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que prochainement, vous allez accepter encore mon invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'Union pour la nation congolaise. Vous êtes en train de vous préparer pour briguer un mandat en 2016. Mesdames, Messieurs, c'était un grand plaisir de vous présenter cette émission que vous allez suivre en rediffusion samedi à partir de 10h juste sur la télévision haute définition Congo Web, mais aussi sur Barbara Nzimbi sur la page Facebook, sur YouTube aussi. Tous les plaisirs a été pour moi de vous présenter cette émission, le regard sur et des retours, déjà chaque vendredi à 20h40. Portez-vous bien et je vais vous retrouver vendredi prochain, ça sera avec le même plaisir. Bonsoir.